Quand même, parce que je remercie Déborah d'avoir organisé tout cela et puis de m'offrir un double privilège, celui de remplacer Stéphane Audouin-Rousseau, et je suis très fier de pouvoir faire ça ce soir, d'autant plus que c'est pour vous introduire Nil Fergul, dont je suis vraiment très très content d'être là à ces doubles raisons. Alors, tu m'as demandé de faire 2 communications, je vais les faire tout de suite, qui sont les annonces des prochains événements. Alors, la prochaine séance sera exceptionnellement le 30 avril pour les 8-9 des hautes études avec Esteban Buch, l'affaire Bonarzo, opéra, perversion et dictature, avec Pauline Hanot, qui est une jeune musicologue et pianiste. Et le prochain séminaire de cette session donc, sera le 22 mai 2014 avec Dominique Schnapper, Démocratie, risques et dérives. Et nous sommes, j'imagine, tous les bienvenus. Alors donc, nous accueillons ce soir Nilufer Golay, qui est directrice d'études à l'EHESS, qui est sociologue, qui est membre du CESPRA, qui est spécialiste de l'islam et des mobilisations publiques, qui est également directrice d'un Advanced Grant de l'ERC qui s'appelle Europublic Islam, si je ne me trompe. Et je crois que ce soir, vous allez nous parler des forces de transformation qui émergent de la rencontre entre l'islam et l'Europe. Vous avez le temps que vous voulez, mais on trouvera bien un moment pour discuter après. Juste à la fin, c'est un peu différent. Merci beaucoup. C'est parce que il ne s'agit pas tellement de l'islam, mais des formes aujourd'hui des mouvements politiques et leur créativité, si vous voulez. Donc, moi, j'ai bien aimé le titre du séminaire « Expérience des transformations politiques ». Donc, j'essaierai de vous montrer comment, par une expérience collective, il y a des transformations politiques, mais par le public. Donc, c'est une approche un peu politique par l'espace public, et je vais essayer de clarifier un peu ce que je veux dire par l'espace public. Et encore pour reprendre ce qui est dans la brochure de ces séminaires de dotation de l'école, il y a cette question: comment l'idée d'un collectif d'individus et d'individualité, et j'aime bien la différenciation entre les deux, individu, collectif d'individu et d'individualité, produit-elle du politique aujourd'hui et sous quelle forme? Donc je vais répondre à cette question. On va retrouver aussi la question de l'islam, mais en filigrane. Je vais essayer de répondre à cette question pour dire que, au fond, c'est par les mouvements de l'espace public. Et je dis bien l'espace et pas la sphère publique, pour faire une distinction entre les deux, parce que ceux qui connaissent un peu la notion de la sphère publique, elle a été très développée dans son rapport à la démocratie par Jürgen Habermas. C'est lui qui avait montré donc l'importance de la sphère publique pour le bon fonctionnement des démocraties occidentales, parce que la sphère publique est quelque chose de plus important, plus large que le politique, et que tout citoyen, dans l'idéal, doit avoir accès à la sphère publique, et puis à partir d'une communication raisonnée, donc des pratiques discursives, on arrive à une négociation, on arrive aussi à changer également l'agenda public, l'agenda politique. Par exemple, je sais pas, le mouvement écologie, on peut dire, ou le mouvement féministe, c'est des mouvements qui ont commencé dans la sphère publique, une conscience de la sphère publique, qui a changé l'opinion publique et qui a ensuite eu des effets sur la vie politique. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais moi, je vais essayer de montrer par vraiment une description assez près de l'empirique aujourd'hui, l'importance de l'espace public, et pas seulement la sphère publique dans son élément discursif, mais l'espace comme dans sa dimension plus spatiale, plus performative, plus visuelle, plus artistique même, donc plus concret, plus incarné, disons, plus incarné. Bien évidemment, les deux peuvent se nourrir, l'espace et la sphère publique, donc les pratiques plus discursives et les pratiques plus spatiales et performatives sont interdépendants. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent, peut-être pour qu'on puisse réfléchir, sur plutôt la dimension spatiale de la vie politique. Alors, donc, quand j'ai dit je vais essayer de répondre à cette idée de l'expérience de transformation politique par les mouvements de l'espace public, je veux dire par là, on voit aujourd'hui le rassemblement des individus, d'un collectif d'individualité
dans les places publiques de leur ville et qu'ils produisent du politique. Donc on va essayer de comprendre quel genre de collectivité s'agit-il, comment les nommer, qui sont-ils, et le rapport de cet espace public aux politiques, quelles sont les conséquences, est-ce qu'on peut les traduire ou quelle médiation entre le public et la politique, et est-ce qu'à partir de ces mouvements émergent les nouvelles normes de la citoyenneté. Donc, toutes ces questions, je ne sais pas si je peux les répondre, mais je pense que ce sont des questions quand même qui sont, à mon avis, adressées à partir de ces nouveaux mouvements que j'ai donné le titre où Deborah a bien capté tout de suite, oui, Occupy Movements, la politique de l'espace, l'analyse des Occupy Movements. J'étais un peu intimidée parce qu'il ne faut pas mettre des noms qui ne sont pas français. Et c'est même pas mouvement d'occupation, mais Occupy Movements. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que Occupy, c'est comme si on donne de l'ordre. Et après, j'ai trouvé que ce choix linguistique est aussi révélateur parce qu'on n'a pas tellement des mouvements d'occupation de l'espace public en France. Mais cela ne veut pas dire que cette absence, il ne faut pas qu'on quand même réfléchisse pas à partir des autres exemples, parce qu'on peut apprendre à partir des autres exemples sur notre vie politique également. Donc, c'est aussi intéressant parce que s'il y avait un mot en français, on aurait mis le mot français. Mais en Europe, il y a eu effectivement d'autres mouvements d'occupation. C'est d'abord ce que j'ai en tête quand je parle des mouvements de la place publique, pour parler d'une manière incarnée, c'est déjà la place Tahrir, bien évidemment. La place Tahrir en Égypte en 2011, janvier, qui a justement déclenché ce qu'on appelle le printemps arabe, la révolution arabe. Mais c'était vraiment un mouvement de citoyenneté. Les gens sont descendus dans la rue et on ne pouvait pas dire vraiment le mouvement islamiste, les frères musulmans, non, ils sont même arrivés bien après. Et donc, ils ont occupé cet espace à tout prix. Et ce n'est pas juste, je veux dire, des mouvements faciles, pacifiques, etc. Il fallait une résistance dans ces mouvements d'occupation. Souvent, il y a aussi une confrontation énorme. Il ne fallait pas quitter les lieux, donc les lieux. Et donc, le mouvement Tahrir, on l'appelle la place Tahrir, même aujourd'hui. Ensuite, on a eu, en Europe, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont même inspirés du mouvement Tahrir. Et donc, les mouvements d'indignés. Les mouvements des indignés en Europe, qui a commencé en Espagne, mais aussi s'est propagé dans des villes en Angleterre et ensuite en Grèce, tout au long de 2011. Et là aussi, c'était des mouvements d'occupation de la place publique dans ces villes européennes. On les appelle les indignés. Ensuite, il y a eu Occupy Wall Street, peut-être c'est ce qui est le plus connu dans la littérature, et c'est pour ça le titre générique Occupy Movements, en 2011. Arrive Gezi Park à Istanbul, Gezi Park à Taksim. Taksim, c'est le cœur de la ville d'Istanbul, ça veut dire d'ailleurs divisé. Et Gezi, c'est le nom du parc, du jardin d'Istanbul, où il y a eu effectivement ces mouvements de la place publique. Moi, je l'ai nommé la place publique, et je suis un peu en 2013, juste avant l'été, et aujourd'hui, bien évidemment, un autre exemple plus dramatique, le mouvement de Maidan en Ukraine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je dois vous signaler que Maidan, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que c'est le nom du lieu en Ukraine? Quand vous dites Maidan. Maidan, ça veut dire en persan la place publique. Et là, oui. Et donc, c'est vraiment le mouvement de la place publique, c'est le nom générique. Ce n'est pas un terme ukrainien. Non, c'est plutôt l'héritage de l'Empire ottoman sur la Crimée. Maidan. Il y a un quartier qui s'appelle Maidan. Ouais. Où? À Damas. À Damas, voilà. Maidan, ça veut dire la place publique. Donc, c'est le mouvement de Maidan. Donc, le boucle est bouclé. Le mouvement de la place publique, parce que ça sonne un peu bizarre, le mouvement de Maidan en turc, c'est le Maidan, là où on se retrouve, d'origine persane. Et on appelle dans toutes les villes de l'Empire ottoman aussi, il y a des Maidans, des places publiques. Donc, voilà. Alors, donc, tous ces, on peut dire, ces mouvements, vous allez me dire, mais du point de vue peut-être de politiste, il n'y a
on ne peut pas faire une comparaison comme ça parce qu'ils sont tellement différents à partir du contexte politique, du régime politique, démocratique, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de commun qui nous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il y a dans cette contagion un peu transversale? Malgré la différence des contextes, il y a cette importance de la place publique qui apparaît dans la vie politique. Alors déjà, je pense que ces mouvements-là, on ne peut pas les nommer que par leur nom. D'ailleurs, quand je n'ai fait que ça, tout de suite, vous avez compris effectivement de quoi il s'agissait. Je ne vous ai pas dit la révolution en Égypte. Si je vous avais dit la révolution en Égypte, c'est autre chose. Le mouvement de protestation en Turquie, je ne sais pas, contre le néolibéralisme aux États-Unis, en New York, ce n'est pas ça. Donc je pense que déjà se référer à des lieux, donc il y a quelque chose de très concret dans l'espace public, les lieux qui comptent. Ensuite, le sentiment aussi mobilisateur, et je trouve que ça c'est le nom des indignés dans le cas européen qui complète un peu le dessin parce que le sentiment mobilisateur de beaucoup de gens, y compris en Égypte, en Turquie, c'était le respect pour la dignité de l'humain. Donc la notion de la dignité, c'est vraiment une notion qui circule dans tous ces mouvements. Alors, quelques traits que je vais comme ça mettre sur table qui peuvent être intéressants pour notre réflexion à partir de ces mouvements. D'abord, on peut dire qu'il y a donc un arc-en-ciel. On peut vraiment lier à partir de Tahrir jusqu'à Ukraine, en passant par l'Europe. Il y a une sorte de l'arc-en-ciel qui change notre manière de cartographier le monde. Donc, surtout par rapport à la démocratie, on a souvent l'idée que le foyer de l'imaginaire démocratique est d'abord l'Europe. On ne pouvait pas, moi, toute ma jeunesse, je pensais que tous les mouvements de la démocratie viennent, enfin, les pays de l'Amérique latine aussi, quand même, on était très pro Che Guevara, j'ai oublié, mais donc l'imaginaire démocratique vient souvent donc de l'Europe, la Révolution, etc. Aujourd'hui, on voit que les pulsions venant des sociétés de l'Orient et de l'Occident, les pulsions des sociétés occidentales et orientales, convergent. Et du fait même qu'aujourd'hui, la jeunesse européenne aussi se ressource ou prennent comme exemple des autres mouvements de protestation qui ne viennent pas des pays occidentaux. Alors, il y a un sociologue américain, Jeffrey Alexander, qui a justement dit qu'aujourd'hui, la pensée démocratique n'est pas circonscrite à l'Occident, mais il y a d'autres foyers où on peut voir d'autres manières de penser à la politique, des expériences. Justement, je pense que ce mouvement de la place publique, dans ce sens-là, met en scène un nouveau imaginaire démocratique qu'il faut comprendre de quoi s'agit-il. Alors, lui, il parle d'une société civile globale et utopique. Jeffrey Alexander, c'est une société civile globale et utopique. Moi, je pense que, pour juste clarifier davantage mon approche, je pense que d'abord, ce n'est pas une société globale, une société civile globale, parce qu'on ne peut pas, on va voir, définir ce nouveau type de collectivité comme une société civile. On va essayer de voir que c'est déjà nommer cette collectivité comme société civile, c'est un peu vite dit. Ensuite, utopique, surtout pas, parce que ça se passe ici et maintenant. Donc, le rapport à la temporalité est très intéressant, parce que, comme c'est dans cet espace, mais c'est aussi, j'ai employé le mot performance, mettre en scène, etc., expérience, c'est pour ça que je dis, à partir de ce lieu, il y a une telle expérience qu'ils sont en train d'apprendre et échanger sur l'espace. Donc, il y a cet élément de, pas, disons, utopique au sens de quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais il y a une atopos. Mais il y a une utopie dans l'exploration du possible, effectivement, quelque chose qui n'est pas encore mis en place, pas expérimenté. Alors, il y a Paul Masson, qui est un journaliste, sociologue britannique, qui vient de faire un nouveau livre là-dessus,
et sur tous ces mouvements globaux. Et lui, il va plaider pour dire qu'il y a l'émergence d'un nouveau sujet historique. Il va très très loin. Il dit que c'est vraiment des mouvements révolutionnaires, il pense que c'est une révolution, qui remplace le prolétariat. Le nouveau sujet historique remplace le prolétariat. C'est une thèse quand même, tous ce sont des thèses qui nous aident à enrichir notre manière de penser. Et donc, comme je disais, pour qualifier ces mouvements, déjà, quels sont ces gens-là? Donc, quel profil? Donc, nous, les sociologues, on a l'habitude, effectivement, de nommer les types de collectivités en termes de classes. Donc, est-ce que c'est des classes laborieuses, des gens qui sont démunis du travail, de l'espoir? Qui sont ces gens-là? Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas, à mon avis, la dimension de classe sociale. Même pour l'Égypte, et ni pour la Turquie, je ne pense pas que c'était vraiment autour d'une classe sociale qu'on peut identifier ces mouvements. Alors, ce n'est pas une masse sans distinction de visage non plus. On ne peut pas dire qu'il y avait des masses, donc comme on a l'habitude des mouvements de masse qui tout d'un coup expriment son mécontentement, qui se mobilisent, mais sans distinction, sans visage. Et je dirais, au contraire, la force cachée de ces mouvements, c'était préserver la différence. Préserver les différences. Parce que souvent, les mouvements qui se rassemblent cherchent à surmonter les différences pour créer une unité, une idéologie, pour se réunir autour d'un idéal. Dans ces mouvements-là, la préservation des différences était très importante. Pas simplement la reconnaissance, mais toutes les différences. Alors, donc, j'ai dit autour d'une idéologie, non, il y avait une absence d'une idéologie, d'une même narration, voire même des leaders. Il y avait même une volonté assez délibérée de ne pas avoir des porte-paroles, des leaders dans ces mouvements, de la place Tahrir à Gezi, et même en Ukraine, on n'a pas vu vraiment de la représentativité. Alors, je trouve qu'un autre trait qui est très important, c'est justement quand on parle de l'espace public, il faut penser aussi le rapport à la privée. Parce que l'espace public aussi renvoie à des frontières avec l'espace privé. Justement, ça, c'est une piste qui nous donne une idée de ces mouvements-là, parce que les gens sont venus en tant que personnes sur l'espace public. Cela ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas des appartenances sociales de la société civile. Il y avait des féministes, il y avait des fans de football, les supporters de football, on dit comme ça. Ils ont joué un rôle très important au Brésil, je ne vais pas le nommer, Brésil, en Turquie et à Tahrir. Donc, ce n'est pas très idéologique, ils ont joué un rôle très très important dans l'affrontement avec la police et à tous les niveaux. Donc, ils peuvent appartenir à aussi des mouvements féministes, il y avait des mouvements aussi des minorités sexuelles, des gays, des lesbiennes, dans le cas de la Turquie. Et pourtant, ils ne sont pas venus sur l'espace public pour représenter leur mouvement. Mais il y avait aussi des Alevis, donc des minorités religieuses, il y avait donc toutes sortes. Ce qui était intéressant, ils sont arrivés en tant que personnes, donc privé et public, personnel et public. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose qui était l'élément personnel et très important dans l'espace public. Et pour donner un exemple, il y avait dans un des... en Espagne, il y avait une fille qui portait son wedding dress, sa robe de mariage. Elle était avec sa robe de mariage. Donc, sur l'espace public, elle a trouvé ça de très personnel pour exprimer de tout ce qui est le plus personnel dans l'espace public. Je donne un autre exemple, les casseroles, l'utilisation des casseroles qui commence dans les pays de l'Amérique latine depuis en Argentine comme mode de protestation. Et dans les mouvements de Gezi, en Turquie, ça a commencé donc dans un seul lieu, donc à Istanbul. Ensuite, ça a propagé dans toutes les villes de Turquie. Et les classes moyennes ont participé, même ceux qui ne pouvaient pas descendre dans la rue, dans la place publique, pour occuper les places publiques,
Et voilà, toutes les classes moyennes, avec leurs enfants, les familles, les mères de famille, trouvaient, parce que tout le monde a l'ustensile de la cuisine, la casserole, pour protester. Donc, qui protestait avec les casseroles? Les voisinages, les gens regardaient. Qu'est-ce que ça signifie? La chose la plus intime de l'intérieur qui est ramenée sur l'espace public. Donc, je pense que cet élément qu'on ne met jamais assez dans la vie politique en avant, ce qui est personnel et dans l'espace public, ce que j'appelle le mode d'agir public permet cet aspect plus personnel. Je fais une distinction, donc un peu sociologique, je suis désolée, entre l'action collective, les mouvements sociaux et le mode d'agir public. C'est un mot un peu bizarre. Quand je dis sociologique, ça veut dire un peu bizarre, jargon, c'est pas aussi... Peut-être, mais ça aide parfois. J'essaie de faire le minimum. Alors, donc, mais il y a un mode d'agir public. Je n'ai pas trouvé quelque chose de mieux, plus joli, parce que c'est une action quand même. C'est une action, mais ce n'est pas le même type d'activisme, parce que je ne parle pas de l'individu, je parle de personnel. Ce n'est pas l'individualisme, c'est la personne qui se trouve là, justement, c'est aussi une manière, on a vu dans tous ces mouvements-là, de surmonter cette aporie entre l'individu et la société. Le communautarisme et la sociale, comme en France on aime beaucoup, on a peur de ce mot communautariste, c'est très intéressant à étudier d'ailleurs, mais donc c'est déjà l'individu ou la société. Donc on nous disait, tous ces jeunes, jusqu'à maintenant on nous a traités comme des gens qui n'avaient aucune vision, aucun engagement, aucune responsabilité sociale, et nous on avait. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas individualistes, c'est pas ça, mais comment combiner la personne, donc le personnel, avec un mode d'agir public. Parce qu'au lieu d'oublier, comme on a vu dans tous les mouvements plutôt de l'action collective, oublier soit pour le bien public, pour l'engagement public, là on voit au contraire le cœur même du mouvement, ça vient aussi du fait que ces personnes, ils sont là en tant que personnes. Ils ont fait des vidéos, films vidéos, documentaires, dans le cas de la Turquie, mais je peux dire la même chose pour l'Égypte avec social media, et encore plus, bien évidemment, avec Occupy Wall Street. Les gens parlaient en tant que personnes. Ils se présentaient, qui étaient-ce? Donc on avait des noms des individus, leurs préférences, pourquoi ils sont là. Des individualités. C'est pour ça que j'ai bien aimé le mot. Il y avait une importance. Alors, et là, on verra pourquoi le personnel est important. Je vais vous montrer quelques images de la performance personnelle. Donc, on pouvait ramener, pas simplement la robe de mariage, mais ce qu'on sait mieux faire sur l'espace public. Donc, vraiment, il y avait un aspect très créatif. Ces mouvements-là ont dégagé une énergie de la créativité sociale qui était très, très important. Un répertoire d'actions qui n'était pas idéologique, mais beaucoup plus imaginatif, je dirais. Alors, bien évidemment, l'usage de médias, social network, l'usage des nouvelles technologies, dans tous ces mouvements-là, était très décisif, qui faisait que ces mouvements, d'une manière simultanée, étaient propagés à d'autres lieux. Donc, c'était à la fois très local, très localisé, très encadré et, je dirais, incarné par des personnes dans un lieu bien spécifique, mais en même temps qui a été, d'une manière simultanée, reached out, communiqué à d'autres personnes, à d'autres lieux qui pouvaient même participer. Je vous montrerai un exemple. Alors, l'écrivain Paul Masson parle de jacobins with laptops, les jacobins with computers. Oui, parce qu'ils pensent que c'est des révolutionnaires. Je ne sais pas si, mais c'est le mot, c'est intéressant quand même, c'est joli. Jacobins with laptops, oui. Bon. C'est Paul Masson qui... Parce que jacobin, pour nous, ça veut dire d'autres choses. Mais... Oui, moi aussi, parce que moi j'ai deux casquettes, mais pour lui c'est révolutionnaire. Mais ça capte l'imagination quand même, c'est bien, révolutionnaire avec laptops. Voilà, donc... Et dans tous ces mouvements-là, alors ça c'est intéressant aussi, on a un problème de légitimité, de reconnaissance de ces gens-là comme citoyens ordinaires. Il y a un problème énorme, ce qui crée des crises de régime. En Ukraine, on l'a vu,
mais aussi en Turquie et aussi même à Tahrir. Parce que qui va les reconnaître? D'abord, ils ne se nomment pas à partir d'une identité, comme je vous ai dit, il n'y a pas une identité. Ces mouvements ne sont pas des mouvements identitaires. Et ils ne revendiquent pas quelque chose de précis. Il n'y a pas, comme dans la vie politique, quelque chose de raisonné et négocié. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir? Il y a un problème de communication ou de négociation avec eux, mais en même temps, il y a un problème de reconnaissance de la légitimité de leur action. Donc, il y a le soupçon des complots, comme dans beaucoup de cas, en disant tout ça, même pour la révolution arabe, en disant, puisqu'ils savent utiliser toutes ces technologies de communication, la plupart des gens, il y a beaucoup de livres qui écrivent là-dessus, ils étaient déjà formés dans des ONG américains, donc ils étaient formatés par les forces extérieures. On a vu la même chose en Turquie, en disant que c'était déjà l'extension du complot pour renverser le gouvernement en place, le gouvernement islamique justement, en disant que c'était un mouvement de complot, et aussi des gens, comment les définir, comme ils n'ont pas de définition positive, le mot racaille. Parce que oui, racaille, carrément, des gens marginaux, des racailles, des gens qui veulent, qui se soucient pas du bien public, qui font des, le mot pour faire des ravages des biens publics. Oui, le mot est pilleurs, voilà, pilleurs. Ça c'est très très utilisé même pour Wall Street, en disant qu'ils étaient des gens sales, ils étaient contre les biens publics, contre la richesse. Donc, il y a vraiment une question de, peut-être dans toute action d'ailleurs, quand il y a des, j'appellerais ça des minorités actives. Ça ne veut pas dire une question de quantité, parce qu'on a vu la quantité des gens dans tous ces mouvements de la place publique, mais ce sont des minorités actives quand même. C'est-à-dire une minorité dans le sens où ils ne sont pas reconnus dans leurs nouvelles normes éthiques, esthétique. Dans ce sens-là, c'est des minorités actives dans la créativité. C'est-à-dire, ce n'est pas des minorités prédéterminées comme des juifs, des musulmans, des lesbiennes, des gays, des alévis. Il peut y être aussi dedans, mais ce qui est intéressant, ils ne se reconnaissent pas dans ce système. Donc, sont des... Mais ils ne sont pas des marginaux, c'est vraiment des classes moyennes, c'est ça. Donc, on n'a pas de nom. Mais ce qui est intéressant, cela montre, donc ce que j'essaie de montrer, comment nos régimes de démocratie, nos régimes politiques aujourd'hui, ne tiennent pas compte de ces gens-là. Ce sont des gens pas laissés compte, parce que ce sont des gens souvent, au contraire, les plus avant-garde, les plus éduqués, les plus ceci, cela. Mais ils ne sont pas quand même reconnus dans le système, ou bien ils ne se reconnaissent pas, c'est mieux. Je dirais, ils ne se reconnaissent pas dans ce système. Donc, cette place publique, c'est un peu comme une hétérotopie de Foucault. Il transforme ce lieu en l'occupant à une autre chose. Là, il y a donc la créativité. Et en même temps, si on se réfère aux écrits de Hannah Arendt, que moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit sur l'espace public, je pense que ça aide énormément pour comprendre ces mouvements, parce que ce qu'elle dit, c'est en montrant le courage de se manifester, de se montrer, de manifester leurs différences, qu'ils deviennent des citoyens. C'est-à-dire, ce n'est pas au préalable, ce n'est pas parce que d'abord on devient citoyen et ensuite on fait la politique. Voilà. Le raisonnement du politique par le politique, c'est que d'abord vous avez l'obtention des droits, et ensuite, vous faites des demandes, etc. On devient citoyen d'abord, raisonnable, adulte, mûr, mature, et ensuite, etc. Tandis que ces mouvements-là, c'est effectivement une bizarrerie, parce que, justement, c'est en se rassemblant, en se manifestant dans l'espace public qu'ils deviennent citoyens, qu'ils obtiennent aussi une identité sur place, dans le mouvement, les uns avec les autres, dans le relationnel, et pas... Ils ne sont pas là pour demander la reconnaissance de leur identité. Vous voyez. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Hannah Arendt parle des héros ordinaires. Ce pas des ordinaires, mais c'est comme mes minorités actives. C'est héros ordinaires, c'est des gens ordinaires, mais qui sont héroïques. Quand on pense
de mouvement de Maïdan à Ukraine, à Tahrir, sont des héros ordinaires. Donc, et dans tous ces mouvements, il y a un événement déclencheur. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une organisation qui décide, voilà, on va organiser une manifestation et que les bus ont déjà annoncé leur déviation, comme en France, on sait déjà qui va démonstrer. Non, il y a donc un événement déclencheur, il y a un tipping point, comme on parle beaucoup aujourd'hui dans les changements, mais un ras-le-bol, et je trouve que ça suffit. Le mot « ça suffit », c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un seuil. Et donc, dans le cas de la Tunisie, c'était un vendeur de rue. Et je trouve que c'est quand même pas complètement par hasard l'immolation du vendeur de rue. La rue, c'est quand même la vie publique. Et cette immolation, c'était une énième immolation, mais c'est celle-ci qui a déclenché la colère et le mouvement. Donc, il y avait un « ça suffit ». Il y avait, à Istanbul, c'était le projet d'aménagement à Istanbul. Donc, vous voyez deux exemples très, très opposés que je vous donne pour montrer aussi les enjeux derrière ces mouvements-là. Donc, l'un, c'est la dignité de quelqu'un qui est un petit citoyen, le vendeur de rue. Et l'autre, c'est l'aménagement urbain. C'est au contraire, il y a un développement, ce n'est pas du tout la pauvreté dans le cas de la Turquie, c'est plutôt une manière de critiquer la confiscation de la sphère publique, de l'espace public, par le capital privé. Ça qui est intéressant. Donc, moi, pour faire un raccourci, je dirais qu'à la différence de Occupy Wall Street, mouvement, c'est un peu une critique abstraite du néolibéralisme, etc. Dans le cas de la Turquie, c'est aussi très incarné par les shopping malls, parce que le projet d'aménagement, c'est un shopping mall. Je préfère shopping mall que centres commerciaux. Je pense que c'est plus captif, parce que dans tous les pays émergents, il y a des shopping malls. Donc, tous les pays émergents. Donc, la Turquie, là, ça entre plutôt dans les dynamiques des pays émergents, des villes verticales émergentes. C'est comme de Kuala Lumpur en Malaisie, à d'autres lieux. Donc, ce qui fait que ce sont des villes où il n'y a plus d'espace public libre, même pour le vendeur de rue. Donc, on est dans des villes de plus en plus disciplinées. Je veux dire, c'est pareil pour Paris, pour faire une démonstration. Peut-être c'est pour ça qu'il y a une absence de mouvement de l'espace public, parce que c'est trop compliqué. Il faut avoir on est discipliné, on peut pas, il faut demander des permissions, etc. Donc, les villes aussi, peut-être il faut penser comment la ville aujourd'hui, c'est pas que la sphère publique qui est sous le contrôle de l'autoritarisme dans certains pays, mais comme en Turquie, en Égypte, mais aussi c'est la confiscation de l'espace public, l'embourgeoisement des villes. D'ailleurs, même New York, le dernier maire qui a gagné les élections à New York a fait justement cette politique en disant on ne veut pas la ville des riches, on ne veut pas que New York devienne seulement une ville de riches. Donc, on veut des choses filthy pour que la ville soit créative pour les artistes. Mais c'est très intéressant. Je trouve que donc, le projet d'aménagement signifiait qu'il n'y aurait plus cet espace. Et cet espace, on me demandait quand même, on ne va pas faire tout ce mouvement juste pour quelques arbres. Mais justement, c'était pour quelques arbres. Parce que ces quelques arbres, ça signifiait cette liberté d'espace qui appartenait à tous les citoyens, aux habitants d'Istanbul. Et en arrachant et en créant à la place un centre commercial, cela veut dire que ce n'est pas l'autoritarisme de l'État, mais c'est aussi un certain type de développement qu'on ne veut pas. Donc on voit là à la fois des questions politiques, économiques et urbaines se converger. Je pense qu'aujourd'hui, les démocraties, ce n'est pas l'environnement au sens écologique très lointain d'un côté et, disons, la question du néolibéralisme de l'autre et les pauvres. Là, dans le cas de Gezi, de Turquie, on voit la convergence de toutes ces dynamiques de type de développement et aussi donc, le rétrécissement de la sphère publique. Donc les citoyens qui pensaient qu'on n'arrivait plus à respirer. D'ailleurs,
le gaz de lacrymogène pour complètement pour contrôler, pour opprimer ces mouvements-là était à un tel niveau que vraiment les gens n'arrivaient pas à respirer. C'était au sens figuré et littéral. N'est-ce pas au sens figuré? Oui. Alors, donc, je pense qu'effectivement, il y avait dans le mode d'agir, quand j'ai dit public, cette protestation, la résistance, l'exploration du possible sur la place publique, un peu le slogan de 68. Et d'ailleurs, quand il y a eu le mouvement en Turquie qui a été déclenché, tout de suite, on a fait la comparaison, est-ce que c'est Tahrir ou c'est 68? Parce qu'il y avait cette idée de ça suffit, il y avait une certaine jeunesse, et il y avait aussi ici et maintenant, le slogan de ici et maintenant. Mais à la différence de mouvement 68, ce n'est pas un mouvement de jeunes. Les jeunes sont là, mais c'est aussi une solidarité intragénérationnelle, il y a des classes moyennes, etc. Ce n'est pas un mouvement de jeunes qui se distingue et qui se constitue comme une jeunesse. C'est dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas du tout comme un mouvement de mai. Alors, il y a eu, je termine avant de passer à mes visuels, le rapport... on a le temps encore? Alors, le rapport à la politique. Ah oui, pardon, dans le mode d'agir public, je dirais donc 3 choses sont très importantes comme répertoire d'action dans ces mouvements. L'humour est très important. Il y a vraiment une explosion de l'humour. En Égypte, c'est vraiment, je veux apprendre l'arabe, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on n'en a pas besoin parce que c'est visuel, c'est des caricatures. Mais il y a beaucoup de jeux de mots, de retournements de langage, etc. C'est l'explosion. L'art visuel, les caricatures, la représentation, etc. Et au point que le Biennale d'Istanbul cette année était vraiment à côté de ce qui a été produit sur place, était bien fade. Donc vraiment c'était très intéressant. Et la performance, donc vraiment l'expression corporelle, carrément corporelle, c'était aussi très important. Je peux donner déjà l'exemple... en Turquie, après le mouvement à Istanbul, ils ont continué avec des forums. C'est comme en Grèce antique, donc des petites arènes dans chaque quartier. Les gens se réunissaient ensemble pour discuter des choses, pour ne pas déranger le voisinage, justement cette conscience aussi de l'intérêt public, du bien public. Ils avaient adopté, ils avaient inventé du gestuel pour justement dire il faut aller vite, je suis d'accord avec toi, ou je ne sais pas, ils avaient inventé tout un langage sans applaudir, sans crier, pour créer des modes de communication non verbales, etc. Donc il y a tout un répertoire d'actions, je trouve, intéressant à déjà tenir compte. Le rapport à la politique, voilà, ça devient très intéressant parce que dès que j'ai commencé à écrire tout ça, et surtout par rapport à mes écrits, mais par rapport à la révolution arabe, c'est encore plus pesante, la question que les gens se posent, et alors tout ça, c'est le sens politique de tout ça, c'est quoi? Donc, je trouve que c'est justement peut-être une question qui est trop vite posée, c'est déjà penser que la politique ne peut avoir lieu que dans la politique, déjà. Et moi, je dirais qu'il faut suspendre justement l'autonomie de ces espaces publics. Il ne faut pas les traiter comme, à un moment donné, il faut les traduire en mouvement politique. Au contraire, il faut séparer le mouvement de l'espace public des mouvements politiques. Donc la question de la représentativité, je trouve qu'elle est fausse. Et justement, quand on pose dans ce sens-là qu'on va vers l'échec, et je trouve que dans le cas de l'Égypte, le gouvernement de frères musulmans n'ont pas tenu compte justement de ce mouvement parce que ce n'est pas un acteur politique. Et à Istanbul, Erdogan n'a pas tenu parce qu'il n'y a pas à ses yeux à tenir compte parce qu'ils n'ont pas un poids, il n'y a pas un interlocuteur, on ne sait pas avec qui il va négocier, il les a invités, mais il n'y avait pas de représentativité. Et donc 5 personnes qui étaient allées, il y avait des artistes parmi eux, etc. Les autres n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas être représentés par ces 5 personnes. Et c'était tellement intéressant ces mouvements. Moi-même, en tant que sociologue qui a écrit
une série d'articles sur le mouvement Gezi. J'ai fait tout pour ne pas l'écrire dans un journal papier, mais sur Internet. Donc, j'ai essayé d'enlever les épaulettes d'autorité pour ne pas être porte-parole du mouvement. J'ai préféré ne pas du tout faire des entretiens, donner des entretiens dans les journaux pour ne pas apparaître comme si je voulais donc capter le sens. Donc, je me suis faite toute vraiment discrète à l'image du mouvement. C'est le mouvement qui m'a poussé à m'adapter, qui m'a appris à faire comme ça. Mais parce que le mouvement, il ne fallait pas des porte-paroles, des gens qui... Ensuite, tout le monde travaille sur le sens, tout le monde écrit, ça c'est autre chose. Mais ce rapport par rapport à... C'est intéressant aussi, je dirais, le mouvement de la place publique n'est pas un mouvement des médias. Au contraire, il y avait une réaction très très forte, critique, par rapport aux médias dominants, mass médias, disons, dominants. Il y a beaucoup d'humour là-dessus parce que le moment de la protestation, il y avait un film sur les animaux pingouins qui passait. Donc le pingouin est devenu un des emblèmes du mouvement pour se moquer de la presse, de la mass média, de la télévision. Donc il y a souvent on juxtapose les médias avec l'espace public. Je trouve que c'est ça, parce qu'on a mis tellement l'accent sur la visibilité des acteurs, ceux qui ont accès à la télévision, au débat public, tandis que ces mouvements des espaces publics, au contraire, ils ont justement mis l'accent sur cet aspect plus physique, mais aussi avec les médias alternatifs, qui ont forcé à changer la représentativité. Je trouve que cela nous devait faire penser de nouveau à la sphère publique. Parce que justement, dès que, moi quand je parlais des controverses autour de l'islam dans la sphère publique, tout de suite on pense aux médias. Ce qui est vrai parce que ça se passe, les controverses, les scandales sont déclenchés dans les médias, sont couverts par les médias. Mais les médias exigent trop de lumière, exigent trop de engagement politique. Vous êtes pour ou contre, noir ou blanc, vous êtes pour le voile contre le voile, quand même vous ne défendez pas la burqa. Si je défends, parce que je défends un peu les ombres. Ouais, il n'y a pas de place de l'humour sur la burqa. Je veux dire, j'ai reçu, oui. Là même, quand je dis, oui, je défends la burqa parce que moi j'ai besoin un peu d'ombre. Bon, je veux dire, tout le monde qui connaît l'art, on a besoin un peu de lumière, un peu d'ombre. Il n'y a pas d'espace public sans aussi l'ombre, sans le secret. C'est que Salek qui parle, donc quand on parle de public, c'est aussi le privé. Il faut qu'il y ait des espaces publics alternatifs. Donc si tout est justement transparent, on est sollicité à chaque moment à performer dans l'espace public selon les normes de cet espace public. Ces mouvements de la place publique changent les normes de cet espace public. Et je trouve que c'est très intéressant. Parce que les normes sont tellement codifiées aujourd'hui que pour faire notre apparition dans ce débat, dans ce lieu, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'individu, il faut être complètement formaté, accepter cet espace public. Un peu partout, ça peut être autoritarisme dans certains pays, les tabous, ou ça peut être les règles de fonctionnement de la sphère publique. En Europe aussi, c'est aussi bien formaté. Donc je trouve que dans ce sens-là, ça fait émerger comme un happening, ces mouvements-là. Ils ont une temporalité qui n'est pas du tout pareille qu'une temporalité d'un mouvement politique. Dans le mouvement politique, on défend effectivement une sustainability, une durée, et ils ont une endurance, beaucoup plus que peut-être les hommes politiques, une endurance dans l'espace public pour occuper cet espace malgré l'usage disproportionné de la police, la violence, etc. Ce n'est pas évident. Donc il y a une endurance, mais il n'y a pas une durée de l'engagement comme on attend dans un parti politique, une organisation bien claire, etc. C'est comme un peu de happening. Il y a un moment qu'ils arrivent, ils sont sur l'espace public, il y a une mise en scène de ce mouvement avec tout le répertoire d'action qui est donc développé. Et je dirais, c'est un peu, ils ouvrent une brèche qu'on ne peut pas fermer après. C'est comme un peu dans l'art.
il y a une telle brèche qui est ouverte aujourd'hui avec la place Tahrir, avec le mouvement Gezi, avec le mouvement de Maïdan à Ukraine, qu'il n'y a plus de retour possible. Mais politiquement, les jeux de rapport de pouvoir peuvent continuer encore, dans un sens. Donc ces mouvements-là ne peuvent ne pas trouver une traduction politique aujourd'hui. Mais ils changent déjà le paradigme politique, si vous voulez. Ils ont déjà fait émerger d'autres normes, une autre forme de la citoyenneté dans leur rapport au privé et public et à leur environnement, je dirais. Donc, le printemps arabe, on ne peut plus parler de... Même si aujourd'hui, tout le monde est cynique et se moque du printemps arabe en disant maintenant c'est l'hiver, effectivement, on sait que quand même, ce mouvement a eu lieu. On ne peut plus parler de régime arabe comme avant, c'est fini. Le mouvement Gezi, tout petit mouvement en Turquie, déjà a déclenché un autoritarisme qui, malheureusement, ce n'est pas toujours le positif, de la part de AKP en pouvoir. C'était impensable. Donc, Ukraine, presque... donc, les effets, quand même, sont énormes par rapport au poids politique. Les effets politiques sont énormes, mais ce que je veux dire, moi, c'est plus que les effets politiques, c'est déjà une expérience qui montre les transformations politiques qui ne peuvent pas être comprises par le politique même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que je peux montrer quelques images pour compléter? Cobain with laptops, c'est pas le titre. Le titre, c'est Why it is kicking off everywhere. Il n'y a que des journalistes qui peuvent faire des titres comme ça. The New Global Revolutions. Alors, ça, c'est justement, je vais vous montrer surtout des images de Gezi, mais je pense qu'à partir de ce que j'ai fait, vous pouvez retrouver tous les éléments. Donc, c'était en 2013. Vous voyez quand même que ce n'est pas aussi hippie et gentil. Donc, il y a vraiment une résistance. Alors, donc, on voit que l'intervention de la police, là, c'est rien, j'ai choisi juste des jolies photos. C'était vraiment très, très fort. Il y a des morts, il y a des gens qui ont perdu les yeux et tout ça. Alors là, c'est ça qui est très important. Social media under all circumstances. Je n'ai pas pu les franciser, excusez-moi. Je n'ai pas eu le temps pour faire ça. Mais donc voilà, en toutes circonstances, avec le masque à gaz, c'est... Alors, voilà, ça fait partie de l'humour parce que je vous avais dit qu'il n'y a pas d'identité de ces mouvements et qui ne se donnait pas une identité collective. Nous sommes des jeunes, nous sommes la classe laborieuse, alévis, kurdes, etc. Il y avait de tout. Donc, mais quand j'ai dit qu'ils ne sont pas reconnus d'une manière légitime d'agir de cette manière, donc le Premier ministre turc avait dit ce sont des racailles, des çapulcu en turc. C'est vraiment un peu comme des... Donc, çapulcu, c'est comme vous entendez déjà avec le mot, çapulcu, c'est des gens vraiment des marginaux, des rien de rien, quoi. On ne va pas prendre au sérieux des çapulcu. Donc, tout le monde a pris ça. Donc, c'est le retournement du stigmate, comme on fait « Black is beautiful, I'm a nigger ». Donc, si vous m'appelez donc çapulcu, I am a çapulcu. Donc, ils ont commencé à jouer en toutes les langues en disant « nous sommes des çapulcu ». Il y a eu pendant des mois et ça continue, sur l'Internet, avec leur social media, leur nom, c'est pas professeur de sociologie, c'est çapulcu Nilüfer Göle. D'accord, c'est tout le monde. Il y a eu des hommes d'affaires très très connus, d'ailleurs, qui a posé aussi en disant je suis aussi un çapulcu. Je pense qu'il va avoir des problèmes avec ses affaires, mais donc tout le monde en disant nous sommes des çapulcu. Donc quelle identité? Çapulcu. Ils ont transformé ça en verbe, çapuling. Je suis en train de faire du çapuling, ça veut dire résistance. Donc, every day I am çapuling, c'est écrit sur le trottoir. Alors, donc, c'est devenu, ça c'est dans Wikileaks, is a neologism. Çapuling, donc c'est un nouveau terme que vous pouvez trouver. Voilà, si vous voulez lire, çapulé, çapuling, c'est dans tous les fighting for your rights.
vous voyez comment ils ont écrit pourquoi ils agissent, to act towards taking the democracy of a nation to the next step by reminding governments of their reason for existence in a peaceful and humorous manner. Donc l'humour était vraiment un mode d'expression très important. Quand j'ai dit c'était... Ça, c'est pour dire que d'autres personnes pouvaient participer de loin, donc d'une manière simultanée, instantanée. So, I'm also a Çapulcu, Solidarity with Istanbul, Resist Istanbul. C'est Noam Chomsky, c'est une vidéo en plus, donc il a participé. Alors voilà, ça s'en dit long, parce que vous voyez, il y avait beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Et ça, c'est vraiment la figure de cette génération qu'on peut retrouver en Espagne, partout un peu, effectivement, un peu comme le sujet, l'émergence de nouveaux sujets historiques. Moi, ça m'a beaucoup étonné cette photo, parce que justement, cette passivité, mais cette résistance, cette non-obéissance, mais sans exprimer une agressivité, mais comme ça, je trouve que ça exprime ces mouvements, leur manière de rester. C'est même pas... Parce que Occupy, quand on dit Occupy, c'est comme si on occupe, mais on reste. C'est très violent. Et je trouve que c'est très violent, c'est du gaz. C'est pas facile du tout. C'est du gaz lacrymogène. Je ne sais pas comment. Et ensuite, on l'a trouvée. Qui était-ce? Puis c'est intéressant parce qu'elle était une assistante, un maître de conférence dans le département de Urban Planning, aménagement urbain. Donc, vous voyez un peu le profil des gens. Et ce qui est intéressant, elle a senti la même chose. Tous ces gens-là, comme ce que j'ai senti de loin, il ne fallait pas se mettre en avant. Donc, malgré le fait que les médias l'ont beaucoup sollicité, toutes ces figures, elle l'a sollicité énormément, elle n'a pas parlé. Donc, ça, c'est aussi cette histoire de « on est là », il n'y a pas de leader, il n'y a pas de personne qui parle plus que... Bon, voilà, cette image, je montre quand même... Donc tout de suite, c'est devenu l'icône du mouvement. Et d'ailleurs, elle a choisi cette photo, la meilleure photographie de l'année. Et du coup, le sponsor qui est proche apparemment de AKP et que cette compétition est donnée depuis des années et des années est très très importante, ils se sont retirés. C'est pour montrer que le clivage est tellement profond. Qu'est-ce qui dérange à ce point-là? Ce mouvement qui a l'air tellement sympathique, etc. Moi-même, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui dérange? C'est pour ça que je dis qu'il faut penser différemment. Ça veut dire qu'il y a un tel changement de paradigme que ça fait plus peur que des luttes organisées, etc. Parce que même pour ne pas donner, pour éviter que cette photo soit choisie la meilleure photo de l'année, on sent quand même que ça touche le nerf d'un système, d'une politique, un régime politique en place qui va loin. Et je ne pense pas que ça soit juste une question d'autoritarisme. Donc, voilà, donc sıktıkça büyür, ça veut dire plus vous renvoyez du gaz lacrymogène, plus on grandit. Vous voyez, donc la police est toute petite, donc ce n'est pas avec la brutalité qu'on va reculer. Et je trouve que cette robe, donc rouge, et avec son sac et son corps, c'est une vulnérabilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, cette vulnérabilité de cette citoyenne qui est en avance, même à Tahrir, même à Meydan, et cette politique aussi, pas la dignité seulement, mais de la vulnérabilité. Donc, chercher la dignité, c'est aussi chercher la vulnérabilité. Et elle n'est même pas opprimée, ce n'est pas une question d'opprimer, c'est juste, elle ne renonce pas à sa vulnérabilité. C'est ça que je trouve très intéressant. Elle ne renonce pas à sa vulnérabilité. Mettez-vous à sa place. Je ne sais pas, je vous regarde, je ne sais pas pourquoi je trouve des... donc, j'aurais pu y être. c'est magnifique. Cette passivité résistante, d'accord, c'est très fort quand même. Il y a un côté mouvement non violent, je trouve. Ah, oui, c'est civil disobedience. Effectivement, mais il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup d'affrontements, mais on garde
civil disobedience, effectivement, non violente. Il n'y a même pas de colère, il n'y a même pas de mouvement de résistance. Pas de protection. Elle reste comme si c'est sous la... Et de l'autre côté, ils sont complètement Voilà. armés. Et là, donc, c'est des affiches comme ça, il y en a plein. Alors là, ça aussi, il y a un côté, bien sûr, avec l'islam. Donc, mais aussi, tout ce qui est personnel est public. Quand je vous ai dit le personnel est public, je vous ai promis de parler d'une manière incarnée. Alors là, c'est très embodied. Je trouve magnifique. Donc, il y a plein comme ça, performatifs, avec le masque à gaz, des tournements, énormément. Aussi des marques, même Louis Vuitton, ils ont mis, etc. Il y a toutes sortes de détournements, aussi sans être complexés, de toutes sortes de... bon, là, c'est dans tous les mouvements. On retrouve bien évidemment Guy Fawkes Masks, c'est Anonymous. Et dans tous les... même en Égypte, bien évidemment, dans Occupy Movement, c'est l'aspect aussi global. C'est ce personnage anonyme qui, justement, circule comme s'il voyage, il vient d'un ailleurs. Il y a parfois des vidéos qui sont postées avec les masques, il y en avait plein. Il y avait des femmes énormes de classe moyenne qui portaient le masque, ça faisait très marrant. Je n'ai pas voulu vous montrer trop de photos. Alors là, c'est encore l'aspect performatif. Vous voyez, l'installation d'une bibliothèque au centre de Gezi, donc au centre de la place publique, tout ça. Et cette bibliothèque, donc Gezi Parkı Kütüphanesi, la bibliothèque de Gezi Parkı, écrit les livres libres. Et Çapulcu Kütüphanesi, c'est la bibliothèque des Çapulcu, donc à gauche, vous voyez. Et ils ont installé comme si c'était un peu des communautés alternatives. Ils vivent là parce qu'ils ont occupé, donc ils ont installé ça. Et je trouve que c'est aussi par rapport à la consommation et la culture, ça joue. Donc à la place de shopping malls, la culture de consommation, on a les bibliothèques et le jeu d'échecs. C'est un jeune d'ailleurs. Tout ça, c'est dans Gezi. Alors là, c'est très important. Moi, j'utilise ça dans les affiches de mes interventions. C'est le derviche tourneur. C'est un vrai, parce que c'est une vraie performance. Quand je dis le personnel, performative, la danse, là. Et le derviche tourneur, c'est à la fois, donc, venez, c'est la tolérance, la performance, le religieux, et avec le masque à gaz, hein, parce que tout le monde ne voit pas, c'est le masque à gaz. Ça, j'adore aussi. Donc, et c'est des images donc esthétiquement très fortes. Et il y en a comme ça beaucoup plus. Donc, c'est pas une prière, c'est yoga. Ça, j'adore montrer. J'ai montré ça en Inde aussi parce que c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, ils font sur place publique du yoga. Et alors, pour la performance, donc c'est pour dire le yoga pour la paix, etc. Et justement, ça, c'était juste après qu'ils ont été évacués de l'espace de Gezi. On voit un homme, et je suivais ça sur les médias, sur le Twitter, sur le Facebook et tout ça. Moi-même, je suis entrée dans tous ces médias avec le mouvement. Comme ça, pour suivre tout. C'était bon. On ne dormait plus, même de distance. On peut tout suivre, mais on peut vraiment apprendre énormément de choses, comme si vous êtes sur la place publique. Et là, on ne comprenait pas. Il y a un homme que je suivais qui se plante devant Taksim et il ne bouge pas. 6 heures. 6 heures sans bouger. Donc, attire les gens, les jeunes, les enfants qui touchent. La police arrive, il le fouille en disant, ça c'est le nom de l'article que j'ai fait, en disant la passif duruşun, l'esthétique de la résistance passive. Voilà. Donc, il reste. Alors, dans la polarisation, les musulmans disent « Ah mais oui, il regarde Atatürk. Donc, il est pour le coup d'État. » Parce que justement, les théories de complot par rapport à un mouvement de Gezi, ça va être comme Morsi en Égypte, ces mouvements de Tahrir, ces mouvements de Gezi, c'est pour renverser un parti politique au pouvoir, ça veut dire les musulmans, donc un complot. Donc, c'est comme je vous avais dit. Et là, ça a été pris comme
l'illustration qu'il regarde Atatürk. Alors, on a trouvé ensuite aussi sa personnalité qui était. Alors, c'est devenu une affiche très importante, Keep calm and stand up. C'est Duran, c'est même pas stand up, c'est Duran. Juste keep still, restez là où vous êtes. Et c'est devenu une forme de mouvement. Alors lui, il était justement un performer, il était un artiste lui-même. C'est pas facile de rester 6 heures. C'est pour ça que je dis, chacun fait ce qu'il peut. C'est comme la scène. C'est une scène de théâtre, c'est une scène artistique, vous voyez. Et lui, il savait faire ça. Bah, vous ne pouvez pas. Alors, il a introduit ça, et on découvre qu'il y a 5 ans, il avait fait aussi une performance dans les universités, quand il était en première année de l'université dans le département de l'art, pour protester contre l'interdiction de porter le foulard dans les classes pour les filles. Il s'était déguisé en une femme musulmane, donc il a porté le foulard pour entrer dans l'université. Donc il n'était pas du tout contre les musulmans. Ce n'était pas un laïciste contre les musulmans, ce n'est pas une question, c'est une autre. On est en train de voir un autre clivage. Ce n'est pas des sécularistes ou des choses, c'est peut-être de l'habitus, de leur formation, il y en a plus, mais le clivage religieux séculier ne marche pas dans ces mouvements. Lui, il est un exemple parce qu'il avait fait la même performance, comme je vous ai dit, en adoptant le foulard. Et on a trouvé des photos de lui, donc tout de suite. Et là, en suivant, ça vous montre dans une seule photo, donc tout de suite ce mode d'action, rester sur place sans bouger, et avec sa mère. Donc c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de solidarité des mères, des pères, des classes moyennes. C'est pendant un jour férié religieux. Et là, ils ont écrit ça en disant, ce jour-là, parce que ce sont de la jeunesse aussi qui boivent, etc., pas d'alcool, pas d'insultes, pas de provocation, surtout pas de violence. Aujourd'hui, on a le respect, la paix, la prière, l'action, et on a le bagel. Le bagel, voilà, c'est le bagel. Bagel, vous voyez le pain bagel religieux, voilà. Donc, c'était un moment très important comme communication, parce que oui, peace, exactement. Peace et religieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire, tout de suite, ils ont pris vraiment cette jeunesse pour le respect pour les religieux, ce jour-là, donc. Alors, et là, c'est très important encore, après, à l'initiative des musulmans anticapitalistes, pendant le Ramadan, ça se passe pendant le Ramadan, ils ont ils ont décidé de rompre le jeûne, tous en même temps, encore en occupant la place publique et la rue Istiklal, qui est très connue, donc des kilomètres et des kilomètres, et par terre. Donc ils ont fait des énormes, c'était énorme, et tout le monde a apporté à manger. Donc ça, c'est aussi important à dire, parce qu'en même temps, il y avait des repas de rompre de jeûne organisés par le gouvernement. Et là, c'était sur table, et tout était préparé, donc la nourriture, disons, dans des boîtes à distribuer, etc. Et donc là, c'était vraiment très alternatif, parce que tout le monde, chacun a apporté à manger de la maison. Il y avait des musiciens, des soufis et tout ça, et c'était donc une convivialité qui occupait la place. Pour voir c'est le lycée de Galatasaray, c'est rien du tout, c'était vraiment des kilomètres et des kilomètres, donc pour rompre le jeûne. Et ça, c'est devant le lycée de Galatasaray. Et à la fin, donc, ce souci de la place publique, donc c'est à eux, ce nettoyage, on a vu aussi à Tahrir, dans tous les mouvements, comment, en tant que citoyens, mouvement de citoyens, c'est eux-mêmes donc, qui sont les propriétaires de cet espace, vous voyez. Et donc, ils sont en train de nettoyer, c'est un peu environmental, c'est fini. Voilà, nettoyer, l'espace public nettoyé.